changer d'orientation en une nuit, sans annonce, sans drapeau, sans témoin. Le 10 octobre 2025, sous la couverture de l'obscurité, un convoi avance en silence vers Ouagadougou. Pas de défilé, pas de photo officielle, seulement le grondement faible des moteurs dans l'air chaud. Pour certains analystes occidentaux, c'était impensable. Pour d'autres, c'était inévitable après des décennies où l'on disait au continent d'attendre, de demander, de dépendre d'une protection extérieure. Alors, que change vraiment pour vous qui suivez le Sahel le choix d'Ibrahim Traoré quand l'autodétermination remplace l'attente et que l'ancien ordre craque? Ce récit ne porte pas seulement sur des armes, mais sur une bascule de méthode. Quand un État décide de choisir ses partenariats de sécurité selon ses propres termes. L'enjeu, en 10 mots, est simple. Comprendre qui décide de la protection et comment. Car derrière la livraison nocturne, il y a une question de souveraineté, de crédibilité et de survie politique dans une région décrite comme un vide laissé par des retraits et des réductions d'engagement. Le texte source insiste sur un contraste. L'aide conditionnelle, la surveillance morale et les débats de sanctions d'un côté. De l'autre, une offre présentée comme pragmatique incluant technologie, formation et maintenance sans imposer de conditions politiques explicites. Ce contraste n'est pas une conclusion morale, c'est un mécanisme à observer. Et si l'on veut comprendre ce qui change réellement, il faut suivre la chaîne. Décision, financement, capacité, puis effets régionaux avant de juger les conséquences. Les analystes cités estiment la valeur de l'accord entre 240 et 260 millions de dollars américains et le convoi du 10 octobre 2025 est présenté comme un tournant plus politique que spectaculaire. 6 véhicules V N-22, B armés de 105 mm, 4 lance-roquettes multiples, SR-5 annoncés capables de frapper jusqu'à 70 km et d'autres plateformes associées sont décrits comme l'ossature d'une puissance de feu de réaction rapide. L'élément qui se dévoile ici n'est pas seulement l'inventaire, c'est la combinaison entre l'acquisition et le récit. Ce n'était pas de la charité, mais un choix financé non par des prêts ou des subventions étrangères, mais via des fonds nationaux, dont un fonds de défense créé en 2024. Le texte source relie cette décision à un sentiment de vide. Retrait français, réduction américaine, coupes européennes et persistance de l'insécurité dans des provinces du Nord, avec des routes d'approvisionnement exposées et des villages vulnérables. Dans ce cadre, l'alternative est formulée de façon binaire: attendre la protection ou la construire. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un opérateur logique, pas comme une icône. Inverser le coût de l'attente et le coût de l'action. Le texte insiste aussi sur la dimension psychologique, fin d'une dépendance psychologique, autorisation de croire que la souveraineté peut se bâtir, pas emprunter. Cette couche psychologique explique pourquoi un transfert matériel peut être raconté comme une déclaration d'âge adulte et pourquoi le signal est dit résonner au-delà des frontières nationales. La promesse implicite du texte est donc une lecture en deux plans: capacité militaire et reconfiguration du droit de choisir ses alliances. Pour rendre la bascule concrète, le texte source utilise deux guides narratifs: le convoi nocturne et le vide laissé après des engagements occidentaux. Le convoi sert de fil rouge. Il traverse, il livre, puis il disparaît, mais il laisse une trace, d'abord dans la perception, ensuite dans la doctrine. Le vide, lui, sert de décor. Ciel, vide, plaie ouverte, attente prolongée, promesses non tenues et une pression quotidienne sur les routes, les villages, les zones du Nord. Ces images ne prouvent pas une causalité unique. Elles décrivent un contexte de décision. Le premier impact précoce présenté n'est pas une victoire sur le terrain, mais un déplacement de posture.
passer d'une défense externalisée à une défense achetée, possédée et exploitée localement, avec un accent sur la formation et la maintenance. Le texte évoque aussi l'effet de précédent. Mali, Niger, Tchad observent. L'idée qu'aucune nation n'est obligée d'externaliser sa défense est mise en avant. Ici, l'important est la logique d'imitation potentielle, pas un chiffre de déploiement. En une ligne, l'idée essentielle est la suivante: le symbole précède la doctrine, puis la doctrine attire des alliances. Pour comprendre le déclencheur, il faut revenir à ce moment de bascule silencieuse. Le texte source décrit un déclencheur silencieux plutôt qu'un événement public. Après des années d'attente, de missions promises puis réduites et de débats sur des sanctions ou des critères de gouvernance, la décision se cristallise dans un choix opérationnel: se tourner vers un partenariat présenté comme pragmatique. À Ouagadougou, ce basculement n'est pas formulé comme une rupture idéologique, mais comme une réponse à un environnement concret où l'insécurité persiste malgré les cadres existants. Ibrahim Traoré est alors décrit non comme un stratège abstrait, mais comme un décideur confronté à une équation immédiate: routes exposées, villages vulnérables, pression constante sur les forces nationales. Le texte insiste sur ce moment où le coût de l'attente devient plus élevé que le coût de l'action. Cette phrase sert de clé d'activation, reliant frustration accumulée et décision finale. Puis vient le point culminant, non pas une bataille, mais la livraison elle-même. Le point culminant n'est pas une bataille, mais la livraison elle-même. Dans la nuit du 10 octobre 2025, les convois avancent sans annonce officielle, sans communiqué, sans mise en scène. Cette discrétion est décrite comme intentionnelle. Elle évite l'escalade symbolique tout en envoyant un message clair. Le manifeste de la livraison, confirmé selon le texte par plusieurs sources de défense, détaille une architecture complète plutôt qu'un lot isolé. Véhicule de soutien, VN-22, B, lance-roquettes, S, R, 5, mortiers automoteurs, véhicules de commandement et logistique forment un ensemble cohérent. Le récit souligne que ce n'est pas une accumulation désordonnée, mais une épine dorsale pensée pour la mobilité, la coordination et la dissuasion rapide. À ce stade, Ibrahim Traoré est associé à une doctrine simple: ne plus dépendre d'un monopole extérieur pour la sécurité, sans pour autant s'aligner aveuglément sur un autre pôle. Le partenariat est décrit comme utilitaire, fondé sur ce qui est livré et sur la capacité à l'employer, pas sur des déclarations d'alignement. Et très vite, les répliques dépassent le cadre national. Les répliques dépassent rapidement le cadre national. Le texte indique que le message résonne au Mali, au Niger et au Tchad, où des observateurs notent la création d'un précédent. Ce précédent n'impose pas une imitation automatique, mais ouvre un espace mental. L'idée que la défense peut être mutualisée et coordonnée sans médiation occidentale directe. C'est dans ce contexte que l'Alliance des États du Sahel, AES, est présentée comme une évolution logique, passant d'une coopération ponctuelle à une structure plus intégrée. Le récit relie la livraison initiale à une transformation progressive: partage de renseignements, coordination des frontières, mécanisme de réponse conjointe. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de jonction, reliant l'acte initial à une dynamique régionale plus large. Le texte n'ignore pas les tensions: inquiétudes occidentales, accusations d'influence, risques économiques et logistiques. Mais il les place comme des ondes secondaires face à un changement jugé plus profond: la fin d'une dépendance psychologique et l'émergence d'une confiance collective. Ainsi, la séquence complète, activation, point culminant, réplique, est racontée moins comme une escalade militaire que comme une redéfinition graduelle de qui décide, comment et avec qui.
Avant d'aller plus loin, comparons simplement l'avant et l'après. Avant cette livraison, la posture de défense décrite dans le texte reposait largement sur des cadres extérieurs en contraction. Après octobre 2025, elle s'appuie sur un ensemble matériel intégré, financé sur fonds nationaux, évalué entre 240 et 260 millions de dollars américains et pensé pour une réponse rapide et coordonnée. Le premier chiffre sert de repère, pas de verdict. La fourchette 240 à 260 millions n'est pas présentée comme un record régional, mais comme un seuil symbolique assez élevé pour signaler un engagement sérieux, assez maîtrisé pour rester compatible avec un financement souverain. Le texte insiste sur le mode de paiement tiré de fonds nationaux et d'un fonds de défense créé en 2024, afin de marquer une rupture avec les prêts conditionnels et les subventions liées à des exigences politiques. L'explication associée est simple. Payer soi-même change la relation, même lorsque le partenaire fournit équipement, formation et maintenance. Le deuxième indicateur est capacitaire non comptable. Les lance-roquettes SR-5 sont décrits comme capables d'atteindre jusqu'à 70 km, une portée qui élargit l'espace de dissuasion sans transformer la posture en projection offensive. Le texte associe cette donnée à une logique de crédibilité, faire réfléchir à deux fois avant l'intrusion plutôt que frapper en premier. Ici, la valeur chiffrée n'est pas isolée. Elle est accompagnée d'une lecture fonctionnelle reliant portée, mobilité et coordination à une capacité de réaction régionale. Le troisième nombre relève de l'économie politique du partenariat. Entre 2000 et 2023, le commerce Chine-Afrique est indiqué comme ayant dépassé 2,3 billions de dollars, dépassant les totaux combinés de plusieurs partenaires occidentaux historiques. Le texte utilise ce cumul pour contextualiser, pas pour prouver une causalité directe. Il sert à montrer que le partenariat de défense s'inscrit dans une relation économique déjà dense, perçue comme mutuellement avantageuse plutôt que morale ou réparatrice. La donnée est mobilisée pour expliquer pourquoi l'offre de Pékin apparaît crédible à certains décideurs africains. Elle prolonge un flux existant au lieu de l'inventer. Ces trois chiffres structurent la démonstration. Le premier ancre la décision dans un engagement financier mesuré. Le second relie l'équipement à une doctrine défensive. Le troisième situe le choix dans un paysage économique plus large. Le texte évite d'en tirer des promesses opérationnelles immédiates. Il rappelle au contraire les contraintes persistantes, fragilité économique, inflation élevée, dépendance agricole et coûts de maintenance à long terme. La quantification sert donc de cadre, pas de garantie. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme un arbitre de seuil. Combien investir pour changer la posture? Quelle portée pour dissuader sans escalader? Et quel partenaire pour réduire la dépendance sans créer un nouveau monopole? Les chiffres ne ferment pas le débat, ils le rendent traçable. Ils permettent de comparer l'avant et l'après, non pour proclamer une réussite, mais pour observer un déplacement mesurable de l'autonomie décisionnelle. Un premier risque souvent évoqué est celui d'une dépendance déplacée. Les critiques avancent que remplacer un cadre occidental par un partenariat oriental ne supprime pas la dépendance, il la déplace. Selon cette lecture, l'équipement, la maintenance et la formation créent une relation technique durable qui peut, à terme, limiter la marge de manœuvre stratégique. Le texte source relaie cette inquiétude sous la forme d'avertissements occidentaux sur l'influence et la diplomatie de la dette, suggérant qu'un choix rapide aujourd'hui pourrait enfermer les décideurs demain dans des contraintes invisibles. Un second contre-argument concerne le coût économique et la soutenabilité. Un second contre-argument porte sur la charge financière.
Dans une région marquée par une inflation élevée, une production industrielle limitée et une dépendance à l'agriculture, investir massivement dans la défense peut sembler déconnecté des priorités sociales. Le raisonnement est simple. Chaque dollar consacré à l'équipement militaire est un dollar non investi ailleurs. Et la modernisation exige des coûts récurrents de maintenance et de formation qui s'étalent dans le temps. La réponse proposée par la source ne nie pas ces risques, elle les requalifie. La réponse proposée par la source ne nie pas ces risques, elle les requalifie. D'abord, le partenariat est décrit comme un contrat de capacité, non de dépendance, avec des paiements effectués sur fonds nationaux et sans conditions politiques explicites. Cette architecture vise à réduire le levier extérieur plutôt qu'à le déplacer. Ensuite, la question de la soutenabilité est traitée par la logique de seuil. Le coût de l'inaction en vie et en instabilité est présenté comme supérieur au coût de l'investissement. Le texte rappelle que l'objectif n'est pas la projection de puissance, mais la crédibilité défensive mesurée par la coordination et la dissuasion. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas dépeint comme ignorant les contraintes, mais comme arbitrant entre deux risques imparfaits. Cette lecture, dans sa version la plus solide, reconnaît les objections, puis conclut que la décision n'efface pas les vulnérabilités. Elle choisit lesquelles assumer ouvertement plutôt que de les subir par défaut. Ce point médian du récit ne révèle pas une nouvelle arme, mais une relecture de ce qui s'est déjà produit. La livraison nocturne, décrite jusque-là comme un acte discret, apparaît ici comme un signal volontairement minimaliste, destiné à éviter l'escalade symbolique tout en redéfinissant les règles du jeu. Le texte insiste sur cette économie de gestes. Pas de conférence, pas de mise en scène, seulement l'acte et ses conséquences. Cette retenue est présentée comme une stratégie en soi. À ce stade, le changement clé est doctrinal. La défense n'est plus racontée comme une faveur accordée par un partenaire dominant, mais comme une capacité achetée, possédée et coordonnée localement, avec une attention portée à la formation et à la maintenance. Le texte souligne que cette approche ne cherche pas l'affrontement narratif avec l'Occident, elle s'en détache simplement. En filigrane, une idée s'impose, la crédibilité n'est moins du bruit que de la cohérence. C'est ici qu'Ibrahim Traoré est replacé au centre, non comme figure spectaculaire, mais comme pivot d'un récit de discipline et de calcul. À mi-parcours, une idée implicite s'impose en une phrase. Ce qui semblait une transaction devient une doctrine. À partir de là, les effets à venir ne dépendront plus seulement du matériel livré, mais de la capacité à maintenir cette logique de retenue et de coordination. À l'échelle de l'État, la première conséquence décrite n'est pas une escalation militaire, mais un changement de mode de décision. Au niveau de l'État, la première conséquence décrite n'est pas une escalation militaire, mais un changement de mode de décision. Financer et opérer un système de défense intégré avec des fonds nationaux impose une planification plus rigoureuse, depuis la maintenance jusqu'à la formation. Le texte source suggère que cela augmente mécaniquement l'exigence de redevabilité. La dépense de défense se relie directement au budget public et à la confiance des citoyens. Dans ce cadre, l'administration ne peut plus s'abriter derrière des conditions extérieures pour expliquer les retards ou les manques. La souveraineté, telle qu'elle est racontée, devient une compétence à gérer, pas seulement un slogan. Du côté des acteurs économiques, notamment la logistique et les secteurs liés aux ressources, l'effet est présenté comme indirect mais réel. Pour les acteurs économiques, notamment la logistique et les secteurs liés aux ressources, l'effet est présenté comme indirect mais réel. Une meilleure sécurisation des routes et une capacité de réaction plus cohérente réduisent l'incertitude opérationnelle, ce qui facilite la planification et diminue certains coûts liés au risque. Le texte ne donne pas de chiffres de profit ou de croissance. Il propose plutôt une logique.
Quand les corridors de transport cessent d'être perçus comme fragiles, la chaîne d'approvisionnement devient plus prévisible. Les entreprises ne sont pas au centre du récit, mais elles apparaissent comme bénéficiaires secondaires d'une stabilité mieux organisée. Pour les citoyens, les conséquences sont formulées en termes de quotidien. Pour les citoyens, les conséquences sont formulées en termes de quotidien. Moins de sentiments d'abandon, marché plus fonctionnel, circulation moins anxieuse. Le texte reste prudent et n'annonce pas de transformation immédiate. Il souligne que la confiance se construit dans la durée, mais il insiste sur un basculement psychologique. Ne plus attendre d'être sauvé et croire que la protection peut être conçue et tenue localement. Dans ce prisme, la sécurité n'est pas une abstraction géopolitique. Elle conditionne l'école, le commerce et la possibilité de se déplacer sans crainte. À l'échelle régionale, l'effet le plus marquant est l'émergence d'une logique de coordination. À l'échelle régionale, l'effet le plus marquant est l'émergence d'une logique de coordination. L'Alliance des États du Sahel est décrite comme un passage d'une coopération ponctuelle à une structure plus intégrée. Circulation horizontale de l'information, coordination des frontières, mécanisme de réponse conjointe. Le texte présente cette évolution non comme une volonté de défier l'ordre global, mais comme une manière de combler un vide opérationnel. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de jonction symbolique, reliant une décision nationale à une dynamique régionale plus large. En synthèse, ces quatre groupes sont touchés à des rythmes différents, mais autour d'un axe commun. L'autonomie décisionnelle exige de la discipline, de la cohérence et de la transparence. La conséquence clé, selon le texte, n'est pas la proclamation, mais la capacité à maintenir cette posture dans le temps. Dans un premier scénario, le texte suggère une phase de consolidation prudente. Dans le scénario de base, le texte suggère une phase de consolidation prudente. Les nouvelles capacités sont intégrées progressivement dans l'usage quotidien avec une priorité donnée à la formation, à la maintenance et à la coordination interne avant toute extension d'ambition. Si ce rythme est maintenu, alors l'effet principal serait une stabilité relative sur certains axes sensibles, une réduction de l'imprévisibilité et une meilleure réactivité dans un cadre régional. Ce scénario ne promet pas de percée rapide. Il mise sur la cohérence comme condition de crédibilité et sur la retenue comme moyen d'éviter une réaction externe disproportionnée. Dans une variante plus optimiste, la coordination régionale progresse plus vite que prévu. Dans le scénario optimiste, la coordination régionale progresse plus vite que prévu. Si les mécanismes de partage d'informations et de réponse conjointe fonctionnent sans friction majeure, alors l'alliance peut passer d'une défense réactive à une défense plus anticipative. Cela créerait un espace politique et psychologique pour déplacer l'attention vers des priorités économiques et sociales sans prétendre que la sécurité disparaît. Le texte laisse entendre qu'un modèle perçu comme moins conditionné politiquement pourrait être considéré comme un choix légitime par d'autres décideurs, au-delà du Sahel, dans une logique de diversification des partenariats. À l'inverse, le scénario du pire est centré sur les risques d'exécution et de perception. Le pire scénario est centré sur les risques d'exécution et de perception. Si un incident devient un symbole négatif exploité à l'international, ou si les coûts de maintien dépassent la capacité budgétaire, alors le récit peut se retourner rapidement. Dans ce cas, des pressions de sanctions, d'isolement ou de réduction de coopération pourraient s'intensifier, affaiblissant la légitimité de la trajectoire. Le texte insiste sur une idée. Dans l'ère de l'information, une erreur peut coûter une dynamique entière. Plutôt que de figer un scénario comme destin, le texte invite à raisonner en conditions.
Plutôt que de figer un scénario comme destin, le texte invite à raisonner en conditions. Si discipline, transparence et communication mesurée sont tenues, alors la trajectoire de base peut tendre vers le positif. Sinon, même une capacité accrue peut devenir un fardeau. L'enjeu n'est pas de prédire, mais de gouverner les conditions. À ce stade du récit, le texte se rapproche volontairement de l'expérience du spectateur, non pour susciter l'adhésion, mais pour rendre les implications plus tangibles. Il invite à se demander ce que signifie concrètement vivre dans un espace où la sécurité n'est plus perçue comme une promesse lointaine, mais comme une fonction assumée localement. Pour certains, cela se traduit par des gestes simples. Emprunter une route sans détour, maintenir un marché ouvert plus régulièrement ou planifier une activité sans intégrer l'hypothèse constante de l'interruption. Le texte ne prétend pas que ces changements sont immédiats ni uniformes. Il reconnaît que la perception précède souvent la réalité mesurable. Mais cette perception compte. Elle modifie la façon dont les citoyens évaluent l'État, la façon dont ils interprètent les décisions militaires et la façon dont ils projettent l'avenir. Dans ce cadre, la sécurité cesse d'être un débat abstrait réservé au capital ou au sommet diplomatique. Elle devient un élément du quotidien, observé et jugé à l'aune de ses effets pratiques. Pour le spectateur extérieur, notamment celui qui suit le Sahel à distance, l'enjeu est différent. Il s'agit de dépasser une lecture binaire opposant dépendance et autonomie, Est et Ouest, succès et échec. Le texte suggère que la situation est plus nuancée. Elle demande d'observer les conditions d'exécution, la discipline institutionnelle et la capacité à rendre des comptes. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un symbole figé, mais comme un acteur dont les choix seront évalués dans la durée, par leurs conséquences plus que par leurs intentions. Ainsi, cette partie recentre l'attention sur une idée simple. La crédibilité d'une doctrine de sécurité se mesure autant dans les perceptions quotidiennes que dans les architectures stratégiques. Ce sont ces perceptions accumulées qui finissent par consolider ou fragiliser un projet politique. Le texte source ne présente pas la transformation en cours comme autosuffisante. Il esquisse implicitement une feuille de route conditionnelle, structurée en étapes. La première étape concerne la discipline institutionnelle. Les autorités doivent clarifier les chaînes de commandement, formaliser les règles d'engagement et inscrire la retenue comme norme opérationnelle. Cette phase est décrite comme immédiate, car elle conditionne la crédibilité de toute capacité nouvellement acquise. Le critère de mesure n'est pas la démonstration de force, mais la réduction des incidents et la cohérence des décisions. La deuxième étape touche à la transparence et au contrôle. Le texte évoque la mise en place d'organes de supervision mêlant responsables militaires et civils chargés de suivre les opérations et les dépenses. L'objectif n'est pas de ralentir l'action, mais de prévenir les dérives narratives et politiques. Ici, la mesure se fait par la régularité des rapports et la capacité à répondre publiquement aux interrogations avant qu'elles ne deviennent des accusations externes. La troisième étape concerne la soutenabilité économique. La modernisation militaire doit être alignée avec les capacités budgétaires réelles, en intégrant les coûts de maintenance et de formation. Le texte suggère une mutualisation régionale progressive afin de répartir les charges et d'éviter qu'un État porte seul le poids financier. Le suivi se fait par la stabilité des financements et l'absence de coupes brutales dans les services essentiels. Enfin, la quatrième étape porte sur la communication mesurée. Dans un environnement informationnel sensible, la façon de parler de la sécurité devient un outil stratégique. Le texte souligne que Ibrahim Traoré insiste sur une posture factuelle, évitant la surenchère verbale. Le succès
se mesure alors à la réduction des malentendus et à la capacité de maintenir des canaux de dialogue ouverts. Cette feuille de route ne promet pas de résultats immédiats. Elle propose une méthode avancée par étapes vérifiables en liant souveraineté, responsabilité et confiance. La question finale reste ouverte. Ces conditions pourront-elles être tenues dans la durée? Le récit revient alors à l'image initiale, celle du convoi nocturne avançant sans escorte médiatique, sans proclamation. Ce motif, répété discrètement tout au long du texte, sert de miroir à l'ensemble de la trajectoire décrite. Ce qui comptait n'était pas la visibilité du geste, mais sa cohérence avec ce qui suivait. La nuit n'était pas un décor, elle était une méthode. Agir sans bruit pour tester la solidité d'un choix. En rappelant ce moment, le texte insiste sur une idée centrale. La souveraineté n'est pas un instant, mais une pratique. Elle se construit dans la répétition de décisions alignées, dans la capacité à résister aux réactions immédiates et dans l'acceptation d'être jugé sur la durée. Ibrahim Traoré est évoqué ici comme un point de continuité, non comme un héros figé, mais comme un acteur confronté à une exigence constante de discipline. Le symbole n'est pas sa personne, mais la logique qu'il incarne et qu'il devra maintenir. La phrase clé qui s'impose est brève. Le pouvoir révèle ce qu'il gouverne. Si la retenue, la transparence et la cohérence tiennent, alors le choix initial pourra être relu comme fondateur. S'il cède, le même choix pourra être perçu comme une occasion manquée. Le texte laisse volontairement cette tension ouverte. Comme le convoi disparaissant dans la nuit, la conclusion ne ferme pas le sens, elle le remet entre les mains de ceux qui devront agir au grand jour. La fin du texte ne cherche pas à convaincre, mais à inviter à la réflexion. Ce qui s'est joué autour de cette livraison nocturne et des choix qui l'ont suivi dépasse un cas national. Il s'agit d'un test plus large. Comment des États longtemps décrits comme périphériques redéfinissent-ils leur marge de décision dans un monde fragmenté? Le texte propose de regarder au-delà des réactions immédiates, des étiquettes géopolitiques et des lectures binaires. Pour le lecteur, l'invitation est simple. Observer avec attention, comparer les actes au discours et suivre les conditions plus que les promesses. La trajectoire esquissée repose sur des équilibres fragiles entre sécurité, responsabilité et légitimité. Elle peut inspirer, inquiéter ou laisser sceptique selon le prisme adopté. Mais elle oblige à poser une question de fond. Si des pays du Sahel peuvent tenter de construire leur sécurité selon leurs propres termes, quelles autres régions pourraient être tentées d'en faire autant? Et avec quelles conséquences pour l'ordre international tel que nous le connaissons? La réponse ne se trouve pas dans un slogan, mais dans un dialogue informé, critique et ouvert que ce texte vous propose désormais de poursuivre.